Ce rituel nocturne éveille la pinéale. Imaginez une chambre à la lumière tamisée, le souffle ralenti et ce petit point au centre de votre tête présenté comme une porte, plus symbolique que physiologique, plus allégorique que certitude médicale. La pinéale, parfois appelée troisième œil dans les traditions mystiques. Selon certains manuscrits découverts à Nag Hammadi et d'après ce que raconte l'Évangile de Marie, texte non canonique qui rapporte un enseignement réservé, il existerait une pratique simple et répétée qui permettrait d'ouvrir une façon différente de voir le monde, une visibilité jusque-là exclue de notre regard ordinaire. Ce n'est ni une promesse miraculeuse, ni un diagnostic scientifique. C'est une invitation. Acceptez de regarder autrement pendant 10 minutes, chaque nuit, pendant une semaine, et observez ce qui change dans votre perception. Si cette proposition vous attire et que vous pensez essayer ce rituel ce soir, écrivez en commentaire « visible ». Avant d'entrer dans la méthode, il faut poser le cadre. Dans la tradition gnostique telle qu'elle ressort de certains textes, il existe la figure des archontes, des présences ou des forces qui opèrent en périphérie de la perception humaine, tirant parti de l'invisibilité pour orienter émotions, pensées et comportements. Ces écrits parlent aussi d'un créateur inférieur, le démiurge, et d'une prison perceptuelle qui limite ce que nous percevons comme réel. Tout cela est présenté comme une interprétation symbolique et spirituelle de la condition humaine. Il est important de rappeler que ces lectures restent des hypothèses, des modèles pour comprendre certaines expériences, et non des vérités universelles établies par l'histoire ou la science. Concrètement, le problème que ces traditions décrivent n'est pas un mystère exotique mais mécanique. Notre cerveau filtre. Notre vision centrale se concentre sur ce qui paraît le plus utile. La mise au point nous donne des objets nets, mais au prix d'une grande partie de l'information périphérique. Ce verrou perceptuel, utile pour la survie quotidienne, a cependant l'effet secondaire de masquer des mouvements subtils, des couches d'énergie, des micro-impulsions émotionnelles. La pinéale, dans ce cadre symbolique, est le seuil qui nous rappelle la possibilité d'autre chose, non comme organe magique qui garantit des pouvoirs, mais comme métaphore d'un regard intérieur possible. Avant de continuer, une précision éthique. Ces idées s'appuient sur des textes et des témoignages. Elles sont sujettes à interprétation. Les visions et sensations qui peuvent survenir lors de pratiques contemplatives ont souvent des explications neurologiques plausibles. Si vous avez des antécédents de troubles psychotiques, d'épilepsie ou de fragilité mentale, n'entreprenez pas ces exercices sans en parler à un professionnel de santé. Et surtout, ne remplacez jamais un traitement médical ou psychologique par une pratique spirituelle. Maintenant, la méthode. Ce rituel nocturne est simple, conçu pour être sûr et reproductible. Vous aurez besoin d'un endroit connu et sûr, une chaise ou un fauteuil confortable, une source de lumière douce, une lampe à l'abat-jour ou une veilleuse, et 10 minutes de calme. La séance se déroule chaque soir, de préférence à la même heure, pendant 7 nuits consécutives. L'objectif n'est pas la performance, mais la répétition. 10 minutes par nuit suffisent pour éveiller la sensibilité perceptuelle sans surcharger le système. Installez-vous assis, le dos droit mais détendu, pieds bien posés au sol. Évitez l'ombre totale. La pièce doit être tamisée, la lumière faible mais présente, juste assez pour que vos yeux n'entrent pas en alerte. Respirez 3 fois lentement, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche, jusqu'à ce que votre rythme sanguin et votre tension diminuent. Puis relâchez le froncement du visage, la mâchoire, le front, les épaules. Adoptez un regard qui ne cherche pas à fixer un objet précis. Ce que certains enseignements appellent un regard doux consiste à défocaliser légèrement la mise au point. Plutôt que de concentrer toute l'attention sur une tâche ou une image, laissez votre regard s'étendre vers la périphérie du champ visuel. Ne poursuivez rien qui bouge, ne clignez pas de manière obsédante, ne laissez pas l'esprit tirer immédiatement une conclusion sur ce que vous percevez. L'exacte posture des yeux importe moins que l'intention. Vous n'êtes pas en chasse, vous êtes en accueil. Maintenez cette attention périphérique pendant 10 minutes. Si l'esprit se met à juger ou à analyser, ramenez-le doucement à la sensation du regard, à l'ouverture de la périphérie. Si du mouvement apparaît à la marge, une tache de lumière, un voile qui oscille, une figure floue, ne réagissez pas par la peur ou l'impulsivité. Observez comme on regarde une vague. Il y a une présence, puis elle s'amenuise. Ne parlez pas à haute voix, ne tentez pas une interaction agressive. Restez curieux, mais ferme. Votre posture intérieure doit être celle d'un témoin lucide, pas d'un amateur des faits. Les sensations attendues ne sont pas forcément spectaculaires. Beaucoup décrivent d'abord une légère vibration oculaire, comme une brise sur la périphérie du regard, ou un changement dans la luminosité apparente d'un coin de la pièce. D'autres rapportent des formes semi-translucides qui traversent l'angle supérieur du champ visuel. Certains verront des vagues de chaleur ou des sortes de filaments légers, comme de la fumée poussée par un souffle imperceptible. Ces manifestations peuvent provoquer étonnement, joie ou malaise. Toutes sont, dans le meilleur des cas, des informations à traiter, non des ordres à suivre. Voici quelques repères pour interpréter ce qui survient. Si une forme attire irrésistiblement vos émotions, observez la qualité de l'émotion. Est-ce de l'anxiété, de la colère, une nostalgie soudaine? Ces affects peuvent être la véritable chose qui cherche à être vue.
Les traditions gnostiques diraient que, en prenant la visibilité, vous retirez la nourriture que ces forces utilisaient pour se renforcer. Lorsqu'une peur cesse d'être une ombre amorphe pour devenir une image claire, elle perd souvent sa charge dominatrice. Ce qui paraissait incontrôlable devient information que vous pouvez sonder ou laisser passer. Quelques scènes pour se représenter ces changements. La première, vous êtes dans votre chambre, allongé ou assis, et votre regard périphérique saisit, près du plafond, une petite forme mobile, comme un point de poussière éclairé. À la première reconnaissance consciente, la forme hésite, comme si elle calculait une stratégie. Vous ne la chassez pas, vous l'étiquetez intérieurement, présence perçue, et remarquez la sensation émotionnelle qu'elle suscite. Souvent, la forme recule, puis s'estompe. L'effet n'est pas une victoire spectaculaire, mais une réduction progressive de son emprise sur votre humeur. La deuxième scène, vous traversez un lieu public et, habitué à la pratique, vous remarquez qu'une agitation sourde au coin de la rue correspond à une sorte d'aimant émotionnel. En ayant entraîné votre regard périphérique, vous identifieriez plus vite ces points d'ancrage où les émotions collectives se concentrent, une boutique, une vitrine, une conversation animée. Cette reconnaissance ne vous rend pas omnipotent, elle vous donne la possibilité de ne pas être happé par la tendance générale du moment. La troisième vignette montre l'effet d'une reconnaissance communautaire. Lorsque plusieurs personnes partagent ce même acte d'attention, les situations de panique ou d'amplification émotionnelle peuvent se dissoudre plus rapidement, car moins d'individus alimentent ces impulsions par ignorance. Voilà pourquoi la pratique, loin d'être un exotisme privé, possède une dimension sociale. Voir différemment peut moduler ce qui circule entre nous. Que se passe-t-il lorsque ces formes se sentent observées ? Les traditions parlent d'un renversement. La visibilité prive ces présences de la ressource qu'elles exploitent, l'attention non consciente. Concrètement, si une émotion était provoquée par quelque chose d'invisible qui tirait de la force de votre réaction automatique, la simple prise de conscience réduit cette énergie. Vous pouvez éprouver un calme soudain ou inversement une montée d'inconfort avant la décomposition de la charge émotionnelle. C'est le travail le plus important du rituel, transformer la peur en information, la prédation inconsciente en données analysables. Mais il y a des limites et des précautions. D'abord, la pinéale est utilisée ici comme cadre symbolique. Parler d'éveiller la pinéale signifie ouvrir une faculté attentionnelle, non revendiquer une intervention physiologique certifiée par la médecine. Les textes anciens qui inspirent cette lecture, Nag Hammadi, l'Évangile de Marie, sont précieux pour la poétique et l'imagination spirituelle qu'ils offrent, mais ils ne constituent pas une preuve historique incontestable. Présenter ces sources comme des portes d'entrée pour l'expérience est honnête. Les prendre pour des manuels scientifiques ne l'est pas. Ensuite, ne cédez pas à l'excès d'excitation ou à la recherche compulsive des faits. Si lors d'une séance, vous ressentez une anxiété croissante, une dissociation ou tout symptôme qui vous sort de votre équilibre, interrompez immédiatement l'exécution. Revenez à une lumière normale, bougez, appelez un proche si nécessaire. Si les expériences persistent et deviennent perturbantes, consultez un professionnel de santé mentale. Il est irresponsable d'ignorer de tels signes sous prétexte d'exploration spirituelle. Ne confondez pas visibilité et contrôle total. Voir ne signifie pas dominer le monde autour de vous. Cela signifie rendre certaines dynamiques accessibles à la conscience. La pratique requiert humilité et responsabilité. Ne cherchez pas à manipuler d'autres personnes ou à utiliser ces techniques comme outil de pouvoir. L'éthique première consiste à ne pas instrumentaliser le savoir perceptuel. Sur le plan doctrinal, évitez la tentation de transformer ces récits en truth absolue. Certaines interprétations accusent des institutions religieuses d'avoir dissimulé ces enseignements. C'est une lecture possible, mais il est préférable de formuler cela comme une revendication portée par certains textes et interprètes, non comme une condamnation générale. Si vous évoquez Jésus ou Marie-Madeleine, dites clairement « selon l'Évangile de Marie » et rappelez la non-canonicité. Vous vous référez à une tradition qui offre une perspective initiatique, passe à un canon institutionnel universel. Pendant ces 7 nuits, gardez un journal très simple. Date, durée, 1 ou 2 phrases sur ce que vous avez perçu et sur l'émotion dominante. Cette pratique de consigner aide à transformer des épisodes fragmentaires en données utilisables pour votre propre discernement. Elle vous permet aussi de repérer si quelque chose dévie, augmentation de l'angoisse nocturne, perturbation du sommeil ou sensation persistante qui altère votre quotidien. Si le rituel impacte négativement votre sommeil ou votre humeur au point d'entraver vos tâches quotidiennes, stoppez et réévaluez. Quelques conseils pratiques supplémentaires. Faites ces séances dans un environnement familier et sans interruption. Ne conduisez pas après une séance si vous vous sentez désorienté. Si vous êtes sous traitement psychiatrique ou médicamenteux, consultez votre médecin avant d'entreprendre des modifications significatives de vos routines mentales. Et si vous pratiquez en groupe, veillez à l'intention collective. Le but est la pleine conscience, non l'élévation de sensations extrêmes. Au fil des nuits,
vous pourriez remarquer une transformation subtile. Les émotions qui vous prenaient autrefois au dépourvu deviennent des signaux que vous pouvez nommer. Un courroux qui montait sans cause apparente se révèle être la réaction à une image ou à une forme que vous n'aviez jusqu'alors pas nommée. En nommant, en regardant, vous diminuez son pouvoir. C'est là la pédagogie du rituel. Apprendre à vivre non pas en réaction automatique, mais en conscience, et reconnaître que la visibilité est déjà une forme de liberté. Pour conclure, revenons à la simplicité du protocole. Chaque soir, pendant 7 nuits, 10 minutes, lumière douce, posture confortable, regard défocalisé, attention périphérique. Observez sans chasser. Si une forme apparaît, repérez l'émotion qu'elle suscite et gardez la position du témoin. Si l'expérience devient trop lourde, arrêtez. Si vous êtes fragile psychologiquement, informez un professionnel avant d'essayer. Rappelez-vous que la pinéale est ici une image, un symbole de l'ouverture attentionnelle. L'important n'est pas d'atteindre un état mystique, mais d'apprendre à voir différemment. Si vous avez été touché par cette proposition et que vous souhaitez tenter humblement l'expérience, je vous invite à essayer ce protocole ce soir, puis à revenir partager en commentaire ce qui a émergé pour vous. Racontez en quelques mots ce que vous avez vu, la sensation dominante, et si cela a modifié une émotion préexistante. Et si le contenu vous a parlé, abonnez-vous pour recevoir d'autres explorations de ce type. La véritable puissance n'est pas dans la promesse d'un pouvoir soudain, mais dans la discipline d'un regard entraîné, et dans la responsabilité de ce regard. Voir, c'est choisir de ne plus être gouverné par l'invisible sans être informé. Ce rituel nocturne éveille la pinéale, non pour conférer une suprématie, mais pour offrir une vigilance augmentée, une conscience qui transforme la peur en connaissance et la confusion en orientation.